je le présente, ISP, infirmier de secteur psychiatrique, écrivain, et puis j'oserais pouvoir dire un agitateur de savoir et un passeur de savoir. Voilà. Donc je vais laisser évidemment la parole à Dominique. Et puis quand on connaît Dominique, on sait qu'il se passe toujours quelque chose. Donc il a changé le titre de son intervention. Donc le titre de son intervention, ce sera du coup la femme invisible qui est dans ma tête. Voilà. Et alors celle qui est dans ma tête à cet instant-là, en tout cas, que je voulais partager avec vous, je trouve que c'est une grande oubliée de l'histoire, et elle s'appelle Marguerite Jublin, qui était la femme de Jean-Baptiste Pussin, qui est une disparue, malheureusement de l'histoire, et le seul endroit en France où, et pour autant, je crois que je me suis promené dans énormément d'institutions, eh bien, il y a un seul endroit en France où j'ai pu retrouver trace de Marguerite Jublin, c'est à l'EPSM Erasme d'Antony, où une des salles de formation s'appelle la salle Marguerite Jublin. Voilà. Donc, je voulais le partager avec vous, et je trouvais que ça fait aussi un peu le lien avec l'intervention de Dominique. Voilà, Dominique, je te laisse la parole. Merci. Merci de m'accueillir. Si on parle des oubliés de l'histoire, il y a Gertrude Schwing, qui fut la seule infirmière membre du cercle de Vienne du temps de Freud. On pourrait parler de Jeanne Mans, comme Dave est là, Jeanne Mans, qui récemment a été reconnue comme cofondatrice de Montréal, première infirmière laïque et qui était française. D'origine, évidemment. Donc, ouais, il y a plein de femmes oubliées de l'histoire. Ce qui m'amène à la question de l'invisibilité. Alors, en fait, j'ai toujours rêvé de faire des sciences cognitives. Et ce que je vous invite, c'est à regarder ce qui se passe dans mon cerveau au moment où je commence à travailler sur un projet de recherche. Donc, j'avais écrit une intervention à tout ça, machin, et puis vous m'avez fait réfléchir. Bon, l'idée, ça partait d'un échange avec Stéphane Tréguet, qui est là. Il y avait infirmier.com qui présentait trois chercheurs, dont certains sont intervenus pendant ces 2 jours. Et Stéphane disait, mais quel est l'impact de la recherche infirmière sur la pratique? Ce que je trouvais être une question intéressante. Alors, je suis pas certain que la recherche infirmière n'ait pas d'impact sur la pratique. Je suis même certain du contraire parfois, mais souvent c'est local. Pour que ça se généralise, c'est compliqué. Et je me suis posé la question de est-ce que la recherche, elle est visible? Parce que voilà, si ça reste dans des revues que personne ne lit, ça risque pas de changer quoi que ce soit. Donc du coup, je suis parti sur cette idée d'invisibilité, d'invisibilisation, et je suis tombé sur les études de genre, et notamment sur les travaux d'une sociologue qui s'appelle Nathalie Heinisch, et qui décrit l'invisibilisation plutôt du côté des femmes. Le problème, c'est qu'en psychiatrie, les chercheurs sont souvent des mecs. Et donc déjà, on peut faire l'hypothèse que en psychiatrie, les infirmiers chercheurs deviennent des femmes. Ce que nous avait dit Chantal Aymar il y a 2 ans, en disant qu'en devenant chercheuse, elle était devenue un homme. Et puis après, on avait complètement zappé son vécu d'infirmière pour qu'elle puisse devenir un chercheur. Donc peut-être qu'on pouvait faire cette hypothèse-là. Puis en vous écoutant, je me suis dit mais non, ça tient pas. Peut-être ça tient, mais il faut faire d'autres choses entre les deux pour poser cette équation-là. Donc partons de ce qu'on peut mesurer. Alors peut-être il faut que je parle de moi, de ma vie. Alors je suis content d'être là parce que c'est ici, lors des premières journées, que j'ai rencontré celle qui allait être mon épouse. Donc voilà, ça c'est un petit bout de ma vie. Donc c'est des vraies rencontres. Hein. On peut même dire que Écully c'est un lieu de rencontre. Bref. Donc ma vie santé mentale, c'est je dois présenter 4 revues par mois, un bouquin. J'en présente 2 ou 3 en moyenne sur le site Serpsy, ce qui fait que sur un an, je lis une 40aine de revues, une 20aine de livres, et ça depuis 20 ans. Donc la littérature du soin, je la connais bien, et puis quand je lis toujours la biblio. Et du coup, je peux
certifier, dire qu'il y a une véritable invisibilité des travaux infirmiers d'une façon générale et plus particulièrement des travaux de psychiatrie. Alors, partant de ce constat-là, pourquoi ? Si on peut concevoir que des psychiatres ne citent pas nos travaux, c'est pourquoi nous, dans nos propres travaux, on ne cite pas nos collègues. Si on veut constituer un corpus, si on veut constituer une discipline, si science infirmière, ça veut dire quelque chose, ce dont je doute, il faut bien se citer les uns les autres, parce que chacun va être un petit bout de science machin, et puis ça fait pas une discipline. Pour faire discipline, il faut forcément pouvoir reprendre les travaux qui sont publiés par les uns et par les autres. Alors j'entendais une collègue d'IPA qui disait « Oui, il faut aller voir ce qui se passe à l'étranger ». Elle a raison. Mais ça peut pas être aux dépens de nos propres travaux, parce que ce que disait Yvonne quand dans sa rencontre avec les collègues islandais et norvégiens, on voit bien dans les pratiques que ça correspond pas exactement. Donc là, j'étais à l'IFSI de Gap pour accompagner les travaux de fin d'études des étudiants. Tu m'interromps quand tu veux. Hein. J'ai accepté la règle du jeu. C'est. Je veux encore 15 minutes. Ça ok. Bon. Donc j'étais à Gap pour accompagner les travaux de fin d'études des étudiants de l'IFSI. Je sais plus pourquoi je disais ça. J'aurais pas dû parler du temps. Oui, si, c'est ça. Les étudiants, ils repèrent des choses qu'il n'y a qu'eux qui repèrent et que nous on voit pas, et qu'il y a un niveau de précision auquel le chercheur n'a pas accès. Et on leur a imposé un truc dingue à Gap qui vous dégoûte à tout jamais de faire de la recherche, puisqu'ils doivent faire un travail de fin d'études et ils doivent faire une analyse de la littérature avec 5 articles respectant des critères de scientificité. Alors pourquoi 5 ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 7 ? On ne sait pas. Donc, la règle, c'est 5. Et le tout en 10 pages. Donc les étudiants étaient désespérés. Et il y en a une qui a trouvé une étude chinoise. L'étude chinoise montrait que si après l'annonce d'un diagnostic d'un cancer, il y a une consultation infirmière qui suit, ça améliore grandement les possibilités pour le patient de pouvoir s'en sortir. Alors, c'est pas extraordinaire, aller chercher ça en Chine alors qu'il y a des dizaines d'études qui le montrent. Mais après, ça dure combien de temps les études infirmières en Chine ? Bon, je sais pas, personne ne savait. Et est-ce que c'est le même cursus ? Est-ce que c'est publié parce que Xi Jinping il est d'accord pour que ce soit publié ? Bref, on sait rien du contexte de ces publications étrangères. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Mais si on y va, forcément, il faut y aller avec un arsenal critique important. Parce qu'il y a des recherches qui viennent de l'étranger qui vont nous impacter, qui vont nous permettre d'avancer, etc. Donc je disais, la recherche en psy est souvent invisible. Pour vous donner un exemple, les articles et ouvrages qui reconstituent l'histoire des infirmières, à quelques très rares exceptions près, ne mentionnent les infirmiers psychiatriques que pour annoncer la disparition de leur formation et de leur diplôme en 1992. Donc ainsi, en novembre 2005, quelques mois après le drame de Pau où une infirmière et une aide-soignante ont été égorgées, qui ont montré l'absence de connaissances en psychiatrie des collègues de soins somatiques, à tel point qu'il a fallu créer une consolidation des savoirs, et puis le dispositif de tutorat. Donc quelques mois après cette reconnaissance un peu macabre, la revue Soins publie un dossier dédié à l'histoire des infirmières qui est intitulé « D'une vocation à une profession, 150 ans d'histoire infirmière ». Et dans ce dossier, il est nulle part fait mention des infirmiers de secteur psychiatrique. Tout simplement comme si cette formation n'avait pas existé. Et puis évidemment, on ne parle pas de leur rapport à la profession. Donc une série de nombreux ISP, dont certains sont présents là, écrivent à la rédaction de la revue Soins et exigent un rectificatif, une histoire globale et non pas régionale des infirmières. Donc ils obtiennent gain de cause et le dossier du numéro 704 porte pour titre « Soins infirmiers psychiatriques, 200 ans d'histoire ». Alors, oui, c'est ça. Nous pouvons noter qu'il ne s'agit pas d'histoire infirmière, mais des soins infirmiers. Comme si les soins pouvaient exister sans professionnels
pour les prodiguer. C'est-à-dire, ils ont pris en compte notre demande, mais qu'à moitié, quoi. Bref. Donc, l'invisibilisation de la recherche en soins. Alors, je prends cet exemple-là, mais je pourrais vraiment vous en donner des dizaines et des dizaines. Donc, l'invisibilisation de la recherche, forcément, elle produit des effets sur le terrain. Aujourd'hui comme hier. Le nombre d'études, de recherches qui ont été faites sur la prévention des escarres, sur la prévention des chutes, dans les années 90, c'est incroyable. Mais ça n'a jamais été publié, et comme ça n'a jamais été publié, chacun à son niveau faisait sa petite recherche, et puis ça n'allait pas plus loin que le service. Alors pour les patients, ça faisait une différence parce qu'ils tombaient moins, ils avaient moins d'escarres, mais il n'y avait pas moyen d'en sortir quoi que ce soit. Donc les analyses de la littérature étaient rares, sinon exceptionnelles, et les escarres se creusaient et les patients tombaient. Donc il n'y avait pas de publication, il y avait plusieurs raisons au fait qu'il n'y ait pas de publication. Les auteurs qui étaient confrontés à une pratique insatisfaisante, inefficace ou peu éthique, créaient les conditions pour les modifier, et ça c'est tout à fait intéressant. Leur projet de recherche s'arrêtait là, il ne s'agissait pas de publier. Le progrès durait aussi longtemps que les soignants qui avaient effectué la recherche travaillaient dans l'unité, puis étaient oubliés petit à petit, et la routine reprenait le dessus, et les patients tombaient, et les escarres se creusaient. Parfois, exceptionnellement, quelque chose d'un savoir-faire commun persistait, indépendamment des personnes présentes, et se transmettait. Peut-être c'est ce qu'on retrouve dans la culture autour des isolements et des contentions, peut-être c'est quelque chose de très ancien qui continue à habiter ces équipes. L'habitus de ces infirmières n'intégrait pas une pension méta du soin qui repose sur la conceptualisation d'une pratique et sur la publication d'écrits. Pour ces chercheurs, qui refusaient de se reconnaître comme tels, ce sont les médecins qui publient, pas les infirmières. L'invisibilisation impacte donc d'abord la production d'écrits. Les praticiens intègrent que leurs réflexions ne sont pas dignes d'intérêt. On peut le repérer lorsqu'ils en parlent. Ils ont écrit un petit texte, ils ont fait une petite recherche. On a entendu une fois ou deux, pendant ces 2 jours, ce mot « petit » accolé à notre travail. Chercher ne suffit pas, il faut faire savoir ce que l'on a trouvé, la méthode que l'on a employée, le chemin par lequel on est passé, que chacun puisse s'en inspirer, critiquer, avancer à partir de ce qui serait un patrimoine commun. La recherche implique toujours une phase de conceptualisation, d'écriture et enfin de publication que tous les soignants ne pratiquent pas. Alors après, on peut lister les raisons. Manque de temps, effectivement, manque d'intérêt, manque de disponibilité intellectuelle pour prendre du recul, méconnaissance des méthodes, représentation sociale qui associe médecine et recherche, etc., etc., etc. Les raisons ne manquent pas. Il faut aussi avoir une vision disciplinaire du soin. Le soin est un champ et chacun doit y contribuer à partir de ses réflexions, de ses travaux. Je dis bien soin, je ne dis pas science infirmière. Les revues, les revues ne sont pas fermées. Les revues, il suffit d'adresser un article autour d'un projet. Si vous envoyez à recherche en soins infirmiers, c'est pas pareil que si vous envoyez votre texte à santé mentale ou à vie sociale et traitement. Chaque revue a son lectorat, a son public, et ça, il faut bien les sélectionner par rapport au projet de publication qu'on a. Alors, effectivement, ce ne sont pas des revues avec un gros impact factor. Mais ces revues avec un faible impact factor, s'il s'agit de changer les pratiques, ont plus d'influence sur un lectorat plus nombreux que celui de revues parfois élitistes. D'une façon générale, je vous ai dit, les revues de psychiatrie ont peu d'impact factor. Souvenons-nous qu'il n'y a eu dans l'histoire que 2 psychiatres à obtenir le prix Nobel de médecine. Wagner von Jauregg en 1927 pour la découverte de la malariathérapie et Edgar Monitz pour la lobotomie en 1949. C'est-à-dire, la psychiatrie n'est reconnue que lorsqu'elle cesse d'être elle-même et devient une branche de la neurologie. Il est fondamental de s'en rappeler. Il convient également de se soucier du lecteur, de son confort de lecture. Rien de plus assommant pour qui lit peu, comme les infirmiers, qu'un texte statistique ou purement méthodologique. D'ailleurs, quelles sont vos habitudes de lecture? Vous-même, avant de faire la recherche, lisiez-vous des textes, voire des ouvrages traitant de méthodologie, de recherche clinique? Auriez-vous lu vous-même le texte que vous vous proposez de publier? Et si vous ne l'auriez pas lu, au nom de quoi les infirmiers d'aujourd'hui le liraient-ils? Bien sûr, le texte est le fruit de votre travail, de votre sueur, mais comme les textes que vous n'avez pas lus étaient le fruit du labeur de ceux qui les ont écrits. Donc, il faut ruser, travailler sa façon de transmettre,
qu'elle soit la colonne vertébrale de votre texte, mais sans masquer les muscles et la peau. Un texte lu aujourd'hui est un texte qui séduit, pour le meilleur et pour le pire. Donc, il suffit pas effectivement que le texte soit publié, il faut qu'il soit lu. Combien d'infirmiers sont abonnés à une revue de soins? Plus ce nombre est faible, et moins un texte a de chances d'être lu et commenté. Je salue là le travail de Benoît autour du groupe de lecture qu'il anime régulièrement. Plus il y aura des choses comme ça, et plus les infirmiers seront amenés à lire, et mieux on pourra rendre visibles les publications. Oui, puis évidemment, des journées comme celle-ci. Alors des journées comme celle-ci, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par la lecture. On entend. Et quelque chose qu'on entend peut nous permettre d'aller plus facilement vers la lecture. Donc, la deuxième invisibilité, c'est celle qui vient des acteurs du champ eux-mêmes. Et ça, c'est de loin le plus préoccupant. Que de jeunes infirmiers qui sortent de l'IFSI ne lisent pas ou peu des articles professionnels, c'est embêtant. Moi, je dirais même que c'est tragique. Mais ils finiront peut-être par s'y mettre, pour peu que la sociabilité professionnelle passe par la lecture. Dans un service comme certaines unités de soins palliatifs, où les livres et les revues sont accessibles, sont présents, où les soignants sont invités à lire et à parler de leur lecture, il n'y a pas de quoi être inquiet. Les travaux cliniques et de recherche chemineront. Mais combien de services mettent des bibliothèques plus ou moins riches à la disposition des soignants? Et puis, combien de soignants auraient le temps et le désir d'ouvrir une revue pour mieux connaître une problématique rencontrée avec un patient? La non-lecture la plus préoccupante ne vient pas des jeunes infirmiers, bien qu'ils incarnent l'avenir de la profession, c'est celle des infirmiers compétents, performants ou experts. Actuellement, les infirmiers passent d'un service à un autre, parfois du jour au lendemain. Des soignants considérés comme interchangeables n'ont guère le temps ou l'opportunité de s'intéresser à une discipline ou sous-discipline qu'ils ne font que traverser. Le turnover incessant des soignants les transforme en petites mains que l'on peut affecter le lundi dans un service et le mardi dans un autre. Dans ces conditions, il apparaît difficile de constituer un savoir disciplinaire. Leur référence est le protocole ou la prescription médicale. Effectivement, vu qu'ils tournent, le seul truc sur lequel ils peuvent se repérer, c'est ce protocole et c'est cette prescription médicale. Un infirmier en poste depuis 3 ans fait ici ou là figure d'ancien. C'est particulièrement préoccupant pour des disciplines telles que la rééducation, la psychiatrie, pédopsychiatrie, psychiatrie d'adultes, les soins palliatifs, la pédiatrie et la gériatrie. Tous les trucs où il y a iatrie à la fin. Iatrie, c'est soins. Donc tous les trucs où il y a iatrie, il y a un savoir à acquérir, il y a du soin à développer. Donc toutes ces disciplines supposent un corpus de connaissances issues du soin, peu ou pas transmis à l'IFSI, et le terrain offre ainsi peu de modèles identificatoires aux infirmiers. La troisième forme d'invisibilisation, elle est l'œuvre du monde médical et des autres disciplines du soin. Il est exceptionnel qu'un infirmier soit cité par un médecin ou par un psychologue. Ce silence ne tient pas seulement aux piètres qualités des travaux effectués par les infirmiers. Ah oui, c'est là. Après tout, le niveau général des thèses de médecine a lui aussi terriblement baissé. Les médecins ne lisent pas ou peu les revues de soins, même s'ils y écrivent volontiers, et certains estimeraient s'abaisser à les citer. Mais arrivé d'être pompé dans un article de l'encéphale par un médecin qui ne voyait pas pourquoi il aurait dû citer un infirmier, un personnel au fond subalterne. Rappelons que dans sa thèse, Philippe Paumel désigne les soignants par une simple initiale, même quand il reconnaît que ces soignants ont été à l'origine de la suppression des quartiers d'agités, ce qu'il ne fait pas pour ses collègues médecins. La visibilité de la recherche en soins est aussi une question politique, une forme de lutte des classes, qui oppose des médecins hommes et des infirmières femmes, un produit du patriarcat. Il s'agit évidemment d'une tendance générale. Certains médecins citent leurs sources et se tiennent au courant des différentes publications à l'intérieur du champ psychiatrique, voire au-delà pour certains. De nombreux chercheurs issus des autres champs disciplinaires ignorent tout aussi superbement la littérature infirmière. Certains universitaires, des sociologues, des ethnologues ne voient en nous que des objets d'étude, comme si nous étions des dogons, qu'un terrain où faire leurs preuves, et pour cela, le terrain ne pense ni n'écrit. J'en ai vu aussi quelques-uns pendant ces 2 jours. Le dernier type d'invisibilité, et puis je vais m'arrêter là, qui est probablement la matrice des 3 autres, est une invisibilisation sociale. Les infirmiers et infirmières sont des femmes, leur soin leur est naturel, c'est une vocation. Elles n'ont donc pas besoin de formation sophistiquée, elles ne sauraient d'ailleurs écrire des articles de recherche. Nous avons vu que parfois infirmiers et infirmières ont intégré la représentation, le stigmate, et se détachent de la lecture et de l'écriture d'articles professionnels, cliniques ou de recherche. Leurs travaux ne méritent pas d'être médiatisés. Elles sont réduites à l'émotionnel,
Quant à la psychiatrie, comment pourrait-on faire de la recherche auprès d'une population les fous qui ne peut se soigner et qu'il faut garder enfermée? Eh ben, c'est pas mal pour un début. Je crois que c'est très bien. Ouais. Merci Dominique. Un grand merci à Dominique pour son approche qui est à la fois très professionnelle et en même temps très référencée. Hein, donc Comment? C'est qu'un début. Oui, ça n'est qu'un début. Voilà, ça veut dire qu'il va donc y avoir une suite à cette réflexion que porte en ce moment Dominique Friard. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la clôture de ces rencontres.